Mon nom est Mathieu Denorroy et je vais vous parler des particules cosmiques, d'où viennent les particules cosmiques de très haute énergie et comment elles arrivent jusqu'à nous. Alors, la Terre est bombardée en permanence par des rayonnements de très haute énergie qu'on appelle des rayons cosmiques qui sont connus maintenant depuis une centaine d'années à peu près, puisqu'ils ont été découverts par Victor Hess en 1912. Donc là, il a fait des expériences en ballon et il est monté jusqu'à 5000 mètres à peu près d'altitude. Avec un électroscope, il a mesuré le taux de rayonnement ionisant et il a observé que ce taux de rayonnement ionisant augmentait avec l'altitude. En fait, on savait déjà qu'il y avait du rayonnement ionisant sur la Terre. Il y avait des expériences qui avaient été faites au XIXe siècle également avec des électroscopes. Ce qu'on ne savait pas, c'est d'où venaient ces particules et on pensait à l'époque que les particules venaient plus probablement de la Terre. Donc l'expérience qui a été faite par Victor Hess, qui a montré que ce rayonnement augmentait avec l'altitude, indiquait que les particules venaient d'au-dessus et non pas d'en dessous. Et donc ça a été vraiment la première preuve expérimentale que ces particules venaient de quelque part du cosmos et arrivaient sur la Terre. Donc ça, c'est une photo qui vous montre Victor Hess en 1912 avec son expérience en ballon, et donc il a donc démontré que ces particules venaient de quelque part au-dessus de nous. On ne savait pas à l'époque si ces particules venaient par exemple du Soleil ou venaient d'autres objets astrophysiques. Et il y a une expérience qui a été faite pendant une éclipse solaire et qui a montré donc en 1912 que le taux de rayonnement ionisant ne variait pas pendant l'éclipse, et ce qui indiquait que les particules ne venaient pas du Soleil, n'étaient pas absorbées par la Lune pendant leur chemin vers la Terre. Et donc que ces particules venaient très vraisemblablement de sources astrophysiques. Alors maintenant, 100 ans après, on connaît la distribution en énergie des particules de façon bien plus précise, et elle est montrée ici sur le diagramme de droite, où on a donc une échelle d'énergie qui est l'électron-volt. Donc l'électron-volt, c'est l'énergie à peu près d'un photon lumineux, de la lumière autour de nous. Et ici, on a le flux de particules qui arrive sur la Terre, donc le nombre de particules par unité de temps, par unité d'énergie et par unité d'angle solide. Bon, ce qu'on observe ici, c'est qu'on a des énergies qui varient du giga-électron-volt à peu près jusqu'à 10 puissance 21 électron-volt, donc 10 puissance 21 fois l'énergie d'un photon visible. Donc ce sont des énergies qui sont absolument colossales. On parle ici d'énergies qui sont de l'ordre de la cinquantaine ou de la centaine de joules, c'est-à-dire une énergie macroscopique dans une particule microscopique. On a, par exemple, à peu près l'énergie d'une balle de fusil ou d'une balle de tennis dans une particule élémentaire qui peut être un noyau, qui peut être un proton. C'est quelque chose qu'on ne sait absolument pas faire sur Terre. Ce sont des énergies qui sont colossales et très au-delà des accélérateurs les plus performants. Le LHC au CERN atteint aujourd'hui une énergie qui est d'à peu près 13 téraélectronvolts, donc 10 puissance 12 électronvolts. La nature nous envoie des particules qui ont encore 9 à 10 ordres de grandeur en plus en énergie. Donc des milliards de fois plus énergétiques que ce que l'homme est capable de faire sur les accélérateurs les plus performants. Alors ces particules, d'où viennent-elles? On a un certain nombre d'idées. À plus basse énergie, le Soleil est capable d'en produire, ce qu'on appelle le vent solaire. Ensuite, on a, si on regarde cette distribution en énergie, on voit qu'elle suit une loi qui ressemble à ce qu'on appelle une loi de puissance, avec quelques petits changements de pente. Dans les énergies de 10 puissance 15 électronvolts à peu près, on a une particule qui arrive sur la Terre par mètre carré par an. Quand on va aux énergies les plus élevées, ces particules deviennent extrêmement rares, mais très énergétiques, et on a à peu près une particule par kilomètre carré et par an. Donc on a des particules qui sont très rares, mais très énergétiques. On pense que toute la partie qui est dans ce domaine ici est produite principalement par des sources qui sont présentes dans notre Voie lactée, qui sont de différents types, des résidus d'étoiles mortes en particulier. Et au-delà d'une énergie qui reste à préciser, qui est peut-être de l'ordre de 10 puissance 17 électronvolts, ces particules ne peuvent pas venir de la galaxie, puisqu'elles ne peuvent pas être confinées à l'intérieur de la galaxie par les champs magnétiques qui sont présents dans la Voie lactée. Elles proviennent nécessairement de plus grandes distances. Elles proviennent de l'environnement, enfin de l'espace qui est au-delà de la Voie lactée, donc d'autres galaxies. Et parmi les phénomènes les plus plausibles, il y a ce qu'on appelle les noyaux actifs de galaxies, qui sont des trous noirs supermassifs présents à l'intérieur, au centre de la plupart des galaxies, et qui absorbent de la matière et qui produisent des jets de plasma
colossaux qui peuvent atteindre 10 fois la taille de la galaxie haute, ainsi que des sursauts gamma et d'autres objets, des explosions très violentes dans l'univers extragalactique. Donc, grosso modo, ces particules, jusqu'à une centaine de joules à peu près dans une particule. Ces rayons cosmiques qui bombardent la Terre ont aussi de nombreuses implications. En particulier, ils créent des erreurs aléatoires à l'intérieur des mémoires et des puces informatiques qu'il faut corriger. Ils créent des éléments radioactifs dans l'atmosphère, et en particulier le carbone 14 est créé par le bombardement de l'azote atmosphérique par des rayons cosmiques, et ça nous sert à faire différentes datations. Il y a d'autres radioéléments qui sont produits également dans l'atmosphère par ces rayons cosmiques. Ils introduisent des mutations génétiques, donc ce sont des accélérateurs d'évolution. Ils ionisent partiellement l'atmosphère et sont possiblement des germes également pour les éclairs pendant les orages. Donc c'est relativement important d'essayer de comprendre d'où viennent ces particules. Alors, ces particules, quand elles arrivent sur la Terre, elles ne vont pas arriver directement au sol, et de ce fait, elles ne vont pas interagir directement avec nous, mais elles vont créer dans l'atmosphère ce qu'on appelle des cascades atmosphériques, des cascades de particules, qui sont un peu similaires à ce qu'on fait dans un accélérateur de particules quand on collisionne des particules et qu'on les envoie à l'intérieur d'un détecteur. Alors, dans le cas d'un photon gamma qui arriverait sur la Terre, le premier processus qui va se produire, c'est la création d'une paire de particules en interagissant avec le champ coulombien des noyaux dans la haute atmosphère. Ce faisant, le rayonnement gamma va se diviser en un électron et un positron, qui est l'antiparticule de l'électron. Ces deux particules vont ensuite produire un rayonnement qu'on appelle un rayonnement de freinage, de la même façon en interagissant avec le champ coulombien, qui va se traduire par l'émission de photons de plus basse énergie que j'ai illustré ici en bleu. Et ensuite, la cascade se développe comme ça sur des kilomètres. Donc ici, c'est juste un petit schéma qui vous explique les processus principaux. Ici à gauche, vous avez une simulation numérique faite par ordinateur qui vous montre des cascades engendrées par des photons gamma de 200 gigaélectronvolts. Les particules en vert sont les photons, les particules en bleu sont les positrons et les électrons dans la cascade. Donc on voit que l'énergie qui était portée par ce rayon cosmique qui arrive dans la haute atmosphère va être distribuée sur des milliers, voire des millions de particules qui vont se propager sur des kilomètres. L'unité verticale, ce sont des kilomètres. Donc ça se produit dans la haute atmosphère entre une vingtaine de kilomètres et jusqu'à 5 kilomètres, ça dépend un peu de l'énergie des particules, mais ça se produit dans l'atmosphère terrestre sur des kilomètres de hauteur. Et c'est la raison pour laquelle Victor Hess a observé une augmentation des rayonnements ionisants à haute altitude, puisqu'il était typiquement dans l'altitude de développement de ces cascades atmosphériques. Donc ces cascades, elles ont aussi pour conséquence le fait que quand vous voyagez en avion, vous êtes irradié, parce que vous recevez une dose de rayonnement qui est beaucoup plus élevée qu'au sol, et c'est ce qui limite le temps maximal de vol autorisé pour le personnel navigant. Alors, ces cascades ici, je les ai montrées pour des rayonnements gamma, des rayons cosmiques, il y a différents types. Il y a des rayons gamma, il y a des protons, il y a des noyaux. Ça va se traduire par des cascades qui vont être légèrement différentes, dans lesquelles il y aura d'autres processus qui vont se produire. Vous allez avoir des neutrinos, des muons, enfin différents types de particules qui vont être produites. Mais globalement, on a ce développement de cascades dans l'atmosphère où l'énergie va être absorbée par l'atmosphère. Alors, comment fait-on pour détecter ces rayonnements cosmiques ? Eh bien, on peut monter à relativement haute altitude et essayer d'observer ces particules qui sont produites dans les cascades, ou on peut se baser sur d'autres phénomènes qui sont produits lorsque la cascade se développe dans l'atmosphère. En particulier, on a une émission qui s'appelle la lumière Cherenkov. Alors, pour expliquer un petit peu cette lumière, on peut se souvenir que donc, la lumière, c'est un milieu transparent, mais ce n'est pas le vide, il y a de la matière dedans. Donc c'est un milieu qu'on appelle diélectrique. Et dans un milieu diélectrique, quand une particule chargée se propage, elle va polariser le milieu, qui va ensuite se dépolariser. Cela se traduit par une variation de vitesse, c'est-à-dire que la lumière va se propager un petit peu moins vite dans l'air que dans le vide. C'est quelque chose qui est observé dans tous les milieux transparents, et en particulier dans l'eau, qui est un autre milieu diélectrique. Dans l'eau, la lumière voyage à peu près 225 000 km par seconde, alors qu'elle voyage à 300 000 km par seconde dans le vide. Dans l'air, c'est beaucoup moins. La variation, c'est 0,01%. Donc la lumière se propage à 299 900 km par seconde dans l'air. Ça dépend un petit peu de l'altitude, puisque ça dépend de la densité.
Mais néanmoins, la lumière est un tout petit peu ralentie dans l'air. Et du coup, des particules qui se voyageraient à une vitesse très proche de la lumière peuvent voyager plus vite que la lumière dans le milieu. Les particules ne peuvent pas voyager plus vite que la lumière dans le vide, hein, c'est interdit par la relativité, mais elles peuvent voyager plus vite que la lumière dans un milieu dans lequel la lumière est ralentie. Et ça se traduit par l'émission d'une onde de choc lumineuse, cette lumière bleutée qu'on appelle le rayonnement Cherenkov. En fait, c'est vraiment l'analogue pour la lumière du mur du son. Quand un avion voyage plus vite que le son dans l'air, il émet un bang sonore, hein, qui va se traduire par un rayonnement sonore émis sous la forme d'un cône vers l'avant. Eh bien, pour la lumière, on a la même chose, on a l'émission d'un bang lumineux qui est émis à 10 km d'altitude à peu près, qui est ce rayonnement Cherenkov. On le voit dans des milieux tels que de l'eau à proximité d'un réacteur nucléaire dans lequel on fait refroidir les barres de combustible. Ici, vous avez des électrons qui sont émis à haute énergie. Les électrons vont émettre un rayonnement Cherenkov dans l'eau qui se traduit par cette lumière bleutée. Il n'y a pas de lampe à l'intérieur. C'est vraiment la lumière émise par les particules. Donc ça se produit dans l'atmosphère. Ça se produit en ce moment même autour de vous en permanence. Autour de vous, il y a à peu près 5000 flashs lumineux chaque seconde. Mais vos yeux ne sont pas suffisamment sensibles et ni suffisamment rapides pour détecter cette lumière. Mais avec des télescopes adaptés, on est capable de détecter cette lumière qui est produite par les cascades. Alors, pour illustrer un petit peu le domaine en énergie dans lequel on va opérer, la lumière que vous voyez avec vos yeux correspond à peu près une octave, si on traduit ça en ondes sonores, c'est-à-dire un facteur 2 à peu près en longueur d'onde. On va aller d'à peu près 300 nanomètres jusqu'à 800 nanomètres. Donc ça correspond donc à des longueurs d'onde de l'ordre d'une fraction de micromètre. Ça correspond à des énergies qui sont de l'ordre de l'électronvolt. Et dans l'espace, les objets qui émettent ce rayonnement visible, ce sont principalement des objets chauds, tels que le Soleil ou des nébuleuses, qui sont à quelques milliers de degrés et qui vont émettre un rayonnement dit thermique. Quand on va vers les plus basses énergies, on va aller vers les ondes micro-ondes et vers la radio. On a pas mal d'objets astrophysiques qui vont émettre des rayonnements dans ce domaine de longueur d'onde, qui sont soit des émissions thermiques par des objets beaucoup plus froids, qui sont à quelques degrés au-dessus du zéro absolu, soit d'autres phénomènes tels que l'émission de particules dans des champs magnétiques, ce qu'on appelle de l'émission synchrotron. Quand on monte en énergie au-delà de la lumière visible, la première lumière que vous pouvez voir, c'est en allant chez le médecin en faisant une radiographie. Donc là, on a des photons qui ont une énergie qui est à peu près 1000 fois l'énergie de la lumière visible. Et il y a un certain nombre d'objets astrophysiques qu'on connaît qui émettent en rayonnement X également. Alors typiquement, ce seront des objets qui vont être beaucoup plus petits, qui vont faire quelques kilomètres de diamètre, et qui vont être extrêmement chauds, qui vont être à des millions de degrés. Donc dans ce domaine d'énergie, on va observer des étoiles à neutrons, des pulsars, donc des étoiles mortes, qui correspondent à la masse du Soleil à peu près dans le volume de Paris. C'est-à-dire qu'on a la masse d'une étoile qui est concentrée dans un objet qui fait quelques kilomètres de diamètre seulement. Et le domaine dans lequel on va étudier toutes ces particules qui proviennent de l'espace est au-delà, et c'est le domaine des rayonnements gamma, qui va du méga-électronvolt à peu près, donc 1 million de fois la lumière visible, jusqu'à 10 puissance 20, 10 puissance 21 fois ce rayonnement, et donc des énergies absolument colossales. Donc le rayonnement visible, ça correspond à peu près à 1 octave, le rayonnement gamma, lui, couvre 20 octaves à lui tout seul. Donc c'est vraiment un domaine, un continent entier qui peut être étudié avec ça. Alors voilà, pour résumer un petit peu comment fonctionne l'astronomie dont je vais vous parler, c'est donc l'astronomie gamma de très haute énergie. En résumé, on a une particule qui arrive de l'espace, on ne sait pas encore d'où, qu'on appelle un rayon cosmique, qui peut être un photon, qui peut être un électron, qui peut être un noyau, qui peut être un proton, qui va créer une cascade dans la haute atmosphère à environ 10 km d'altitude. Dans cette cascade, les particules vont voyager plus vite que la lumière dans l'air. Elles vont émettre ce rayonnement bleuté qu'on appelle la lumière Cherenkov, qui se traduit par un cône de lumière qui a une ouverture d'à peu près 1 degré, et donc il va éclairer grosso modo la surface d'un terrain de football. Donc 10 puissance 5 mètres carrés, 1 hectare à peu près. Et cette lumière, donc, qui va être très brève, qui va durer quelques milliardièmes de secondes, et qui va être très ténue, pourra être captée par des télescopes qui sont placés au sol.
Donc c'est une astronomie qui est un peu indirecte, où les télescopes observent la lumière de Cherenkov pour essayer de déterminer les particules, la cascade qui s'est développée dans l'atmosphère, déterminer quelle particule est arrivée sur Terre et d'où elle venait. Et pour ce faire, donc, on a des caméras qui vont faire, en fait, prendre une photo de cette cascade atmosphérique. Ça ressemble à ça, à peu près. Donc ça ressemble un peu si on regarde le soir, la nuit, on observe des étoiles filantes. C'est à peu près la même chose. Une étoile filante, c'est un gramme ou un microgramme de poussière cosmique qui va se désintégrer dans l'atmosphère en émettant du rayonnement, sous forme de chaleur, qui va durer une fraction de seconde. Là, la grosse différence, c'est que ça dure un milliardième de seconde, c'est beaucoup plus rapide, mais ça laisse une trace qui est un peu similaire comme forme sur le ciel à la forme produite par des météores. Et ensuite, on va placer plusieurs télescopes qui vont travailler de façon simultanée, ce qu'on appelle de la stéréoscopie, c'est-à-dire que chaque télescope va observer la même cascade, mais sous un angle différent, et ce faisant, on va arriver à déterminer la trajectoire de la cascade, donc d'où elle venait, arriver à savoir quelle était son origine sur le ciel, déterminer son énergie et éventuellement déterminer le type de particules qui est arrivé. Et avec ça, on va pouvoir commencer à faire de l'astronomie et essayer de déterminer quelles sont les particules qui sont arrivées sur Terre et d'où elles venaient. Voilà, donc l'instrument dont je veux vous parler, c'est l'instrument S. Donc S en l'honneur de Victor S qui a découvert les rayons cosmiques, et S qui est l'acronyme de High Energy Stereoscopic System, qui est un instrument qui a été développé en 2 phases. La première phase comportant 4 télescopes, alors vous en voyez 3 ici, le 4e est juste derrière, 4 télescopes sur un carré de 80 mètres de côté, donc ils travaillent ensemble, qui ont été inaugurés en 2002, donc ça fait maintenant 20 ans, qui sont des télescopes qui font 12 mètres de diamètre, donc c'est déjà des gros instruments, avec un miroir de 100 mètres carrés. C'est un miroir segmenté, qui est fait de plusieurs centaines de petits miroirs, et qui renvoie la lumière Cherenkov sur une caméra qui est ici, qui fait à peu près 1 tonne. La caméra a un champ de vue de 5 degrés, elle est équipée de pixels qu'on appelle des photomultiplicateurs, qui sont des instruments qui sont capables de compter les photons un par un, donc il y a une sensibilité extrême, une très grande rapidité, qui sont capables de détecter un signal en un milliardième de seconde à peu près. Et donc on n'a pas beaucoup de pixels, on a 1 millier de pixels par caméra, mais ces caméras sont extrêmement rapides et extrêmement performantes. Et on a ajouté en 2012, donc il y a 10 ans maintenant, ce télescope au centre qui est un télescope géant. Le miroir fait 600 mètres carrés, 28 mètres de diamètre. Vous voyez ici, vous avez un véhicule au pied, ça vous donne un petit peu l'image. C'est le plus grand réflecteur optique au monde. Donc 600 mètres carrés, c'est le plus grand télescope construit sur la planète dans le domaine optique, qui a une caméra qui fait 3 tonnes, donc c'est un camion à peu près, qui fait un champ de vue de 3,5 degrés et qui a 2000 pixels, et qui correspond à plusieurs millions d'euros d'électronique embarquée de façon à pouvoir prendre 5000 photos par seconde à peu près. C'est une collaboration internationale qui comporte 14 pays et à peu près 200 chercheurs qui sont répartis. Alors dans les pays, il y a pas mal de pays européens, la France, l'Allemagne principalement, mais il y a également, donc évidemment, la Namibie, puisqu'on est installé en Namibie. Il y a l'Afrique du Sud, mais il y a également des collègues en Australie, au Japon, etc. Donc c'est un domaine de recherche, un peu comme la physique des particules, dans lequel on construit des grosses collaborations pour opérer des instruments qui sont conçus et développés sur des dizaines d'années et qui vont travailler pendant des dizaines d'années. Voilà à quoi ça ressemble avec un ciel qui est absolument magnifique, un ciel austral, où on voit la Voie lactée au-dessus des télescopes. Et alors, contrairement à ce qu'on peut penser, la Voie lactée n'est pas forcément lumineuse, parce que la Voie lactée est aussi composée de beaucoup de poussière interstellaire. Et donc les régions centrales de la Voie lactée sont plutôt sombres, avec la poussière qui va absorber la lumière des étoiles qui sont juste derrière. Donc ici, ce qu'on voit vraiment, c'est la Voie lactée, les régions centrales de la Voie lactée au-dessus des télescopes. Chaque événement, on en enregistre 5000 par seconde, eh bien, ce sont des espèces de taches qui sont photographiées par les 5 caméras. Donc ici, vous avez les 4 petits télescopes, entre guillemets. Ici, vous avez l'image qui est prise par le grand télescope. Donc ce que vous voyez ici, c'est en fait la photographie d'une cascade atmosphérique. Donc en fait, on observe, on prend à 10 km de distance à peu près, la photographie du développement d'une cascade de particules dans la haute atmosphère. Et donc des images comme ceci, on en enregistre 5000 par seconde,
Et ensuite, il faut les traiter, il faut les analyser pour essayer de déterminer qu'est-ce qui est arrivé sur la Terre, quelles étaient les particules qui étaient arrivées. Donc ça nécessite beaucoup de travail, de temps de calcul, et c'est effectué principalement au centre un centre de calcul qui est situé à Villeurbanne, à côté de Lyon, qui appartient au centre, à l'INEP3, qui est l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules, avec une collaboration également avec le CEA, l'IRFU, et sur lequel on a plusieurs dizaines de milliers de cœurs qui sont capables de travailler ensemble. Donc on a une ferme de calcul qui est considérable, sur lequel on va pouvoir traiter ces images en parallèle sur un millier d'ordinateurs à peu près en même temps. Et ensuite, on détermine quelle particule est arrivée, quelle était son énergie, quelle était sa direction, etc., pour faire de l'astrophysique et déterminer quelles étaient les sources qui sont derrière. Alors voilà, je ne vais pas vous montrer beaucoup de résultats parce que la plupart des résultats qui sont obtenus par ces télescopes se traduisent par des courbes avec juste quelques points qui sont, c'est pas très sexy, c'est pas très facile à expliquer au grand public. Mais cette image-là, pour le coup, est assez parlante. Donc là, ça correspond à 10 ans de données accumulées, donc entre 2004 et 2013, sur lequel on a accumulé près de 3000 heures de données sur le long du plan galactique. Alors imaginez 3000 heures fois 5000 photos par seconde, le nombre de photos auxquelles ça correspond. C'est plus de 3 ans de travail d'analyse des données pour arriver à sortir cette image. Et en fait, ce que vous avez, c'est la Voie lactée en rayons gamma. Donc ici, on parcourt toute une bande de la Voie lactée qui est très fine, juste quelques degrés en latitude galactique. Donc c'est vraiment là où se trouvent toutes les étoiles de la Voie lactée. Et ici, vous avez la première photographie, entre guillemets, construite par ordinateur de la Voie lactée en rayons gamma de très haute énergie, au-delà de 100 gigaelectronvolts, donc au-delà de 10 puissance 11 fois la lumière visible. Donc ici, vous avez une lumière qui est vous voyez la Voie lactée dans une lumière qui est 100 milliards de fois plus énergétique que la lumière visible. Et ce qu'on observe, c'est qu'en fait, il y a plein d'objets. Il y a plein d'objets alignés sur le plan galactique qui sont capables d'émettre des rayonnements gamma de très haute énergie. Alors, il y en a qui ont des formes un peu caractéristiques. Ici, par exemple, on voit une espèce de coquille. Ça, c'est le résidu d'une étoile qui a explosé il y a quelques milliers d'années, ce qu'on appelle un reste de supernova. On voit également le centre de la Voie lactée, qui est exactement là. Il y a un point très brillant ici. Le centre de notre Voie lactée est un émetteur gamma très puissant. Et le mécanisme qui est derrière ça, c'est vraisemblablement de la matière des étoiles qui sont déchiquetées, qui vont tomber dans le trou noir central. Et lorsqu'elles tombent dans le trou noir central, il y en a une petite partie qui s'échappe, à peu près 10 à 20%, et qui va être capable de générer des colonnes de plasma qui vont émettre des photons à très très haute énergie. Ici, on a un autre objet qui s'appelle un système binaire, dans lequel on a deux étoiles en orbite l'une autour de l'autre, dans une orbite très serrée. Et l'une de ces deux étoiles est une étoile morte. C'est un pulsar ou un trou noir qui va phagocyter la matière de son compagnon et en la phagocytant va émettre du rayonnement à très haute énergie. Donc vraiment, cette astronomie qui est relativement nouvelle, c'est une des dernières fenêtres qui a été ouverte en astronomie, nous a montré un univers inattendu, peuplé d'énormément d'objets, qui sont capables d'émettre des rayonnements à très haute énergie et qui sont vraisemblablement ces sources qu'on cherchait du rayonnement cosmique qui bombarde la Terre en permanence. Alors, je vais illustrer quelques-uns de ces types de sources pour essayer d'expliquer un petit peu leur fonctionnement, mais essentiellement avec pas forcément des résultats directement obtenus, plus avec des vues d'artistes et des images pour essayer d'être un petit peu plus parlant. Alors ici, on a quand même 4 résultats importants de la collaboration S. Ici, vous avez l'image d'un reste de supernova qui s'appelle Eregis 1713. Donc, c'est une étoile qui a explosé il y a à peu près 1000 ans. Ce qu'on observe en couleur, c'est la cartographie du rayonnement gamma. C'est à peu près 4 fois la taille de la Lune, donc c'est un objet relativement grand sur le ciel. Et les lignes noires nous montrent le rayonnement observé en radio. Et on voit qu'il y a vraiment une cohérence entre les deux. C'est-à-dire que les parties qui émettent en rayonnement radio émettent également en rayonnement gamma. Vraisemblablement, ce sont des particules qui sont accélérées à très haute énergie dans l'onde de choc qui est produite lorsque l'étoile explose. Les couches externes vont balayer la matière interstellaire. Et lorsque cette matière cette onde de choc balaye la matière interstellaire, elle accélère des particules, elle les propulse à très haute énergie.
Ces particules vont émettre du rayonnement synchrotron en interagissant avec les champs magnétiques, mais vont être capables également d'émettre du rayonnement gamma en transférant leur énergie aux photons qui sont dans l'environnement, à la lumière visible, etc. Ici, vous avez un pulsar, donc qui est une étoile à neutrons en rotation rapide, dans lequel on voit périodiquement des flashs de lumière en rayonnement gamma. Et vraisemblablement, c'est parce qu'il y a un jet qui est en rotation, et c'est lorsqu'il intercepte la Terre, on voit ce signal périodiquement. Ici, on a donc une carte qui nous montre deux objets principaux. On a un pulsar qui est ici, donc qui émet du rayonnement, et qui vraisemblablement également libère des électrons et des positrons qui vont diffuser dans la Voie lactée. Et on observe ici finalement toutes ces particules qui ont été émises par le pulsar central, qui s'éloignent progressivement et qui, en s'éloignant, émettent de la lumière par rayonnement qu'on appelle inverse Compton, en se propageant dans la Voie lactée. Donc en fait, on voit, grosso modo, ce monde dans lequel des particules sont créées dans des sources astrophysiques et vont se propager ensuite dans la Voie lactée en émettant du rayonnement gamma de très haute énergie. Pour terminer ici, on a le trou noir central de la Voie lactée, qui est la petite étoile noire. Autour, on a des nuages de matière. Eh bien, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une corrélation entre les nuages de matière interstellaire et le rayonnement qui est vu en rayonnement gamma de très haute énergie. Et donc, vraisemblablement, en fait, ce trou noir, en absorbant des étoiles, en absorbant de la matière, va accélérer des particules qui vont ensuite diffuser dans la Voie lactée et vont interagir avec les nuages de matière et les rendre brillants, en quelque sorte, en rayonnement gamma. Donc voilà en gros un peu les objets, les différents types d'objets qu'on observe dans cette astronomie. Un reste de supernova, ça ressemble à ça. Donc là, c'est la supernova 1604 qui a été observée par l'astronome Kepler en 1604. Et vous avez donc une image qui est composite, qui est prise par les télescopes spatiaux Spitzer en infrarouge, Hubble en visible et Chandra en rayon X. Le rayonnement X, il est observé principalement sous la forme de lumière bleutée ici à l'extérieur. Eh bien, en fait, l'étoile était au centre, elle a explosé. Les couches externes de l'étoile sont en train de balayer l'espace interstellaire. C'est une onde de choc qui voyage à une vitesse de l'ordre du millier de kilomètres par seconde. C'est un peu comme une explosion thermonucléaire, si vous voulez, une bombe atomique mais gigantesque. Ça correspond à peu près 10 puissance 16 fois Hiroshima, la quantité d'énergie qui est libérée. Donc c'est 10 puissance 16 bombes atomiques. Et donc cette énergie ici va se traduire par l'accélération de particules de rayons cosmiques sur les couches externes lorsque l'onde de choc balaye la matière interstellaire. Des explosions comme ceci, il y en a à peu près une par galaxie et par siècle, enfin de l'ordre de 1 à 3. Donc c'est relativement rare. La dernière qui a été observée proche de la Terre, c'était en 1987, dans le Grand Nuage de Magellan, donc la supernova de 1987. Et depuis, il n'y en a pas eu dans la Voie lactée. Il y en a eu des peu plus distantes, hein. Mais globalement, quand une étoile explose, comme ceci, eh bien, il y a 99% de l'énergie de l'explosion qui va aller sous forme de neutrinos, qui sont des particules un peu élusives, 1% qui va ensuite se traduire en énergie lumineuse et énergie dans les rayons cosmiques, et à peu près 10% de ce 1% va aller dans des rayons cosmiques de très haute énergie. Et ça, c'est suffisant pour expliquer le flux de rayons cosmiques qui arrive sur la Terre, à peu près. Alors j'ai parlé d'étoiles mortes et de pulsars, voilà une vue d'artiste. Ceci c'est le résidu d'une étoile, le résidu final, les cendres finales d'une étoile qui a explosé, dans lequel les couches externes ont créé ce reste de supernova, mais la partie interne s'est effondrée complètement pour créer un objet ultra dense dans lequel on a 10 puissance 15 grammes dans un centimètre cubique, un centimètre cube, et donc grosso modo ça correspond au poids du Soleil à l'intérieur de Paris. Donc cette matière qui a une densité absolument incroyable a également des champs magnétiques très intenses qui sont hérités de l'étoile originelle. Les étoiles sont magnétisées. Donc, par exemple, notre Soleil a un champ magnétique. Et lorsque l'étoile s'effondre sur elle-même, ce champ magnétique est piégé et va être amplifié de plusieurs milliards, d'un facteur de plusieurs milliards. Donc ces objets, ils tournent très rapidement sur eux-mêmes. Les plus rapides tournent en 1 milliseconde. Donc imaginez, vous êtes sur le périphérique, vous avez la masse du Soleil et vous faites le tour du périphérique en 1 milliseconde. Donc vous êtes à une vitesse qui est à 1/10 à peu près de la vitesse de la lumière. C'est absolument incroyable comme vitesse de rotation. Avec des champs magnétiques qui sont très intenses et qui ne sont pas alignés avec l'axe de rotation, qui sont désalignés.
Et ça crée une espèce de dynamo cosmique. Un peu comme on avait sur nos vieux vélos, on avait des dynamos qui tournaient, qui produisaient du courant électrique et de la lumière. Eh bien ça produit de la lumière, ça produit un rayonnement très intense qui va être émis le long de l'axe ici. Et comme ce système est en rotation rapide, eh bien ça fait un phare dans l'espace qui, s'il est dirigé vers la Terre, va produire un signal périodique. Donc ces objets et pulsars, ils ont été observés dans les années 60, principalement en rayons X et en radio. Maintenant, on sait qu'ils sont capables d'accélérer des particules jusqu'à au moins 10 téraélectronvolts, donc jusqu'à 10 puissance 13 électronvolts, 10 puissance 13 fois l'énergie de la lumière visible. Donc ce sont des phares cosmiques qui sont vraiment des accélérateurs de particules relativement incroyables. Il y a d'autres objets qui sont capables également de produire des particules à très haute énergie, et notamment tout ce qu'on appelle des systèmes binaires, dans lesquels on a deux étoiles ou deux astres en rotation l'un autour de l'autre. Donc là encore, c'est une vue d'artiste d'un système qu'on appelle un microquasar, dans lequel on a un trou noir qui correspond à la fin de vie d'une étoile massive, et une étoile compagnon en orbite serrée, et ce trou noir va phagocyter progressivement son étoile compagnon. La matière qui tombe ici va s'échauffer en formant un disque d'accrétion, dans lequel vous avez des champs magnétiques relativement intenses. 90% de la matière va disparaître dans le trou noir central et à peu près 10% va être émise sous la forme de jets de plasma qui sont à très haute température et dans lesquels les particules sont accélérées jusqu'à des énergies de l'ordre du téraélectronvolt ou au-delà. Il y a d'autres types d'objets, il y a également ce qu'on appelle des novas, dans lequel cet objet-là, ici, n'est pas un trou noir, mais est une naine blanche. Et donc, elle va absorber progressivement de la matière de l'étoile compagnon jusqu'à atteindre une masse critique qui va déclencher une explosion thermonucléaire à la surface de l'étoile. Et des objets comme ça, on en connaît qui provoquent des explosions à peu près tous les 10 ou 20 ans. C'est-à-dire le temps que la matière accumulée soit suffisamment intense et suffisamment de masse de matière pour redéclencher une explosion thermonucléaire à la surface de l'étoile. Donc des novas sont des étoiles qui apparaissent comme ça régulièrement dans le ciel, tous les 10 ans ou tous les 20 ans, parce qu'une explosion thermonucléaire a eu lieu à leur surface. Voilà, donc ça, ce sont parmi les systèmes les plus violents de la galaxie. Et ce qui est vraiment très important, c'est qu'en fait, la galaxie, c'est pas quelque chose de calme. Il y a en permanence des cataclysmes, en permanence des phénomènes violents qui se produisent, et c'est le cas également dans toutes les autres galaxies. Alors pour justement aller au-delà de la Voie lactée et regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs, donc je vous ai parlé de noyaux actifs de galaxies qui sont des monstres cosmiques. Ce sont des objets dans lesquels on a un trou noir supermassif qui correspond à 1 million, voire 1 milliard de fois la masse du Soleil, dans l'orbite qui correspond à peu près à l'orbite de la Terre, ça fait la taille de la Terre, grosso modo, ce trou noir, et qui sont tapis au centre des galaxies. Vous avez ici, par exemple, une galaxie qui est elliptique, qui s'appelle NGC 4261. Et quand on regarde vraiment tout au centre, mais vraiment, vraiment au centre, on observe un point lumineux et un espèce de donut, de beignet. Ça, c'est ce qu'on appelle un disque d'accrétion, c'est-à-dire la matière qui tombe sur le trou noir en spiralant. Et ensuite, cette matière, au moment où elle disparaît dans le trou noir, va donner naissance à deux grands jets de plasma qui vont se traduire par une émission brillante, ici, qui est extrêmement chaude. Ces jets de plasma, ils sont observés ici en radio, et ils s'étendent sur plus de 10 fois la taille de la galaxie. Donc imaginez, alors, dans notre Voie lactée à l'heure actuelle, on n'a pas d'activité intense de trou noir central, mais lorsque ce trou noir, dans sa vie, a pu être intense dans le passé, eh bien, il a provoqué des jets de plasma qui ont émergé de la galaxie jusqu'à 10 fois sa taille. Donc ça redistribue beaucoup de matière dans l'univers, parce que ça prend la matière à l'intérieur des galaxies et ça l'éjecte dans le milieu intergalactique. Et parfois, on a la chance, pour certains d'entre eux, que le jet de plasma soit dirigé vers la Terre, d'être précisément aligné, à quelques degrés près, et à ce moment-là, on voit une émission qui est extrêmement intense, on appelle ça un blazar, très intense, qui va être décalé vers les plus hautes énergies et qui va être très variable dans le temps. Certains de ces objets ont des fluctuations d'intensité de l'ordre de la minute. Donc on a des objets qui sont colossaux, qui sont extrêmement massifs, qui sont extrêmement loin, mais qui ont une brillance qui fluctue d'un facteur 2 typiquement sur des échelles de temps très très brèves. Donc ce sont vraiment des monstres cosmiques qui sont maintenant connus pour émettre du rayonnement à très haute énergie et accélérer des particules à très haute énergie.
Et parmi les derniers que je voudrais mentionner, les sursauts gamma, qui sont les explosions les plus violentes qu'on observe et les plus distantes qu'on observe dans l'univers, qu'on observe jusqu'à des distances cosmologiques, et qui sont vraiment liées aussi à des cataclysmes cosmiques. Typiquement, soit il y a deux grands mécanismes qui sont envisagés, soit la coalescence d'étoiles à neutrons, c'est-à-dire deux étoiles à neutrons qui vont fusionner et qui vont émettre des ondes gravitationnelles également, qui sont observées dans les ondes gravitationnelles. C'est ce qu'on appelle un phénomène de kilonova, dans lequel les éléments les plus lourds sont formés, ou également l'émission d'étoiles très massives, avec l'émission d'un jet relativiste qui va perforer les couches externes de l'étoile. Et certains sursauts gamma ont été observés jusqu'au téraélectronvolt pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, alors qu'à plus basse énergie, ils durent que quelques secondes. Et ça implique qu'on a une accélération de particules qui se produit lorsque le jet de plasma produit par le sursaut va interagir et va frapper la matière interstellaire. Et c'est vraiment quelque chose qui s'est développé au cours de ces toutes dernières années. Alors pour conclure, je vais juste vous montrer ce diagramme qui est issu de Wikipédia, mais qui vous indique où sont formés les éléments dans l'univers. Le Big Bang, l'explosion primordiale, n'a créé que 3 éléments. Elle a créé principalement de l'hydrogène, de l'hélium et un tout petit peu de lithium. Tous les autres éléments dont on est fait, dont notre environnement est fait ici, autour de nous, a été forgé dans d'autres phénomènes astrophysiques. Les éléments légers, le carbone, l'oxygène, etc., ont été formés principalement dans les étoiles et dans la fin de vie d'étoiles peu massives, jusqu'à des étoiles massives. Vous voyez ici donc, carbone, azote, oxygène formés dans des explosions d'étoiles massives, mais également ici des éléments qui ont été formés dans des étoiles moins massives. Et ça va s'arrêter grosso modo vers les éléments les plus stables qui sont autour du fer. Les éléments les plus lourds, ici, tout cela, l'or, etc., le platine, sont formés principalement dans la fusion d'étoiles à neutrons, donc dans ces cataclysmes qui donnent naissance à des sursauts gamma. Et les éléments vraiment les plus lourds ici sont formés uniquement par synthèse artificielle, mais en très très petite quantité. Donc là, ça vous montre vraiment que tous ces cataclysmes qui sont liés, qui émettent des rayons cosmiques à très haute énergie, sont également à l'origine de la matière qui nous environne, et dont on se sert tous les jours également pour produire de l'énergie. L'uranium et le plutonium, qui nous servent dans les centrales nucléaires, a été produit exclusivement dans la fusion d'étoiles à neutrons, donc dans ces cataclysmes cosmiques. Voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu cette nouvelle astronomie qui a émergé au cours des 20 dernières années, qu'on appelle l'astronomie gamma de très haute énergie, qui a ouvert une nouvelle fenêtre sur l'univers, qui est à l'origine était à la recherche des sources des rayons cosmiques, qui a montré qu'en fait l'univers était plein d'objets capables d'accélérer des particules jusqu'à des énergies absolument colossales, que ces phénomènes sont des phénomènes transitoires, très dynamiques, avec des échelles de temps très courtes, mais capables d'accélérer et de produire des éléments jusqu'aux éléments les plus lourds qu'on observe sur Terre. Et on voit ici, juste pour conclure, c'est une astronomie qui a commencé à émerger à la fin du siècle dernier, mais vraiment avec une croissance du nombre d'objets connus qui est exponentielle au cours de ces dernières années. Et je vous remercie. J'ai une question entièrement naïve. Toutes ces énergies gigantesques, on ne peut pas s'en servir? Alors, si vous faites le calcul de la quantité d'énergie qui va arriver sur Terre, les rayons cosmiques qui tombent sur la Terre, ça correspond à peu près à 2 réacteurs nucléaires. Donc c'est tout petit, c'est même pas un 10 millième de l'énergie que le Soleil nous envoie. Donc c'est une toute petite fraction, c'est beaucoup plus rentable et beaucoup plus facile de faire des panneaux solaires ou de faire des éoliennes. Vous allez capter une quantité d'énergie qui sera bien plus élevée que ces rayons cosmiques. Et en plus, il faudrait couvrir toute la Terre de détecteurs. Donc pratiquement, c'est impossible et la quantité d'énergie est trop faible. Mais par contre, dans les objets astrophysiques, les quantités d'énergie impliquées sont monstrueuses. Merci beaucoup Mathieu Denoroy pour cette conférence un peu en forme d'enquête policière pour découvrir l'origine de ces fameuses particules cosmiques de haute énergie. Vous avez rappelé que la Terre est en permanence bombardée par ces rayons cosmiques dont l'origine est restée longtemps mystérieuse et d'ailleurs vous avez vous-même entretenu le mystère pendant cette conférence.
Ces rayons cosmiques, donc, c'est des particules avec une énergie colossale, pouvant aller jusqu'à l'énergie d'une balle de tennis concentrée dans un proton, très loin de ce qu'on peut produire sur Terre pour les plus énergétiques. Et puis, alors cela dit, en réponse à Michel Viseau, il faut tout de même relativiser, ce n'est pas une énergie que l'on pourra récupérer pour les applications quotidiennes. Mais néanmoins, donc, ça reste des rayonnements extrêmement énergétiques dont l'origine reste, encore une fois, mystérieuse et liée, en tout cas en première approche, à des phénomènes liés à des explosions très violentes. Alors, vous avez divisé votre présentation, je dirais, en 3 parties. D'abord, vous nous avez expliqué comment on détecte ces rayons cosmiques. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ces détections et comment on aboutit à des résultats. Et puis, vous nous avez présenté les différents types de sources recherchées de ces rayons. Alors d'abord, pour ce qui est de la détection, donc vous nous avez expliqué que les particules issues de l'espace arrivent dans l'atmosphère et produisent des cascades, donc essentiellement des électrons, des positrons et des photons, que l'on subit d'ailleurs quand on est en avion. Alors on peut les détecter à haute altitude, mais aussi à plus basse altitude grâce à l'effet Cherenkov, dont vous avez rappelé le principe, que des particules qui se propagent plus vite que la lumière peuvent émettre une lumière bleutée, par analogie avec le mur du son. Et donc on peut détecter ce rayonnement Cherenkov et en quelque sorte photographier la cascade, donc grâce à cette lumière. On peut aussi utiliser plusieurs télescopes, vous avez montré, pour en quelque sorte trianguler en 3 dimensions la cascade et donc caractériser notamment sa direction. Des télescopes qui ont des performances impressionnantes, puisqu'ils peuvent prendre 5000 photos par seconde et qui traduisent aussi une aventure humaine, puisque vous avez rappelé que ça conduit à de la formation de belles collaborations internationales. Alors, les résultats, maintenant, donc on obtient des photos qui sont des ensembles de tâches qu'il va falloir analyser. Donc, il y a aussi là des centres de calcul qui sont impliqués pour reconstruire chaque cascade et remonter jusqu'à la particule d'origine pour caractériser sa direction, son énergie. On a pu ainsi cartographier la Voie lactée. Vous nous avez montré de belles images en rayons gamma, et donc on s'est rendu compte à cette occasion qu'il y a plein d'émetteurs gamma dans la Voie lactée, notamment au centre de notre galaxie. Et vous avez insisté sur le fait que cette discipline ouvre une nouvelle fenêtre sur l'astrophysique, notamment en permettant de caractériser plein de sources, et j'en viens donc à la dernière partie. J'ai noté 4 sources principales, disons, de rayons de très haute énergie. D'abord les pulsars, donc ces étoiles à neutrons en rotation très rapide avec un champ magnétique extrêmement intense, qui sont les résidus d'étoiles massives et qui émettent, j'ai noté l'expression, de phares cosmiques de façon périodique. Il y a ensuite les restes de supernovas, donc suite à l'explosion d'une étoile massive. Et puis les trous noirs, par exemple dans le cadre d'un système binaire où se forme autour du trou noir un disque d'accrétion avec une matière qui provient d'une étoile voisine, et puis ce système peut ensuite émettre des rayonnements gamma. Et puis, donc, j'ai noté, 4e point, les sursauts gamma, donc des explosions très violentes et aussi très éloignées, avec 2 scénarios possibles quand même, la fusion de des étoiles à neutrons et l'effondrement d'étoiles massives, ce qui montre que l'origine des rayons cosmiques conserve quand même une part de mystère, et il me semble avoir vu sur votre petit gâteau qu'il y a 36% ou environ un tiers des sources qui ne sont pas parfaitement identifiées. Donc voilà, et la recherche a encore de beaux jours devant elle en astrophysique. Voilà, merci beaucoup.